Medianoche. Bonjour ou bonsoir à tous, en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, avant de nous lancer, je vous encourage à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à venir surtout y interagir avec nous. Je vous encourage également à consulter notre site lucarne-opposé.fr pour y lire les dernières actualités de la planète Hello, mais aussi pour vous cultiver entre deux matchs. N'hésitez pas non plus à vous abonner à nos différentes chaînes, aux différentes plateformes sur lesquelles vous écoutez ce podcast, et notamment notre chaîne YouTube, et à venir y laisser pouces bleus, commentaires, enfin tout ce qui va bien. Je vous rappelle enfin la sortie du 12e numéro du Lucarne Opposé Magazine, dans lequel on s'intéresse notamment à l'histoire et à l'impact et à l'avenir aussi du football universitaire dans les différents pays de la planète Hello, et aussi dans lequel on se replonge par exemple dans l'année 2002. Bref, une centaine de pages de culture foot sauce Lucarne Opposé qui sont évidemment à déguster sans aucune modération. Tous les liens pour vous procurer le mag, pour nous soutenir, pour nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux sont dans la description. Place donc au 4e épisode de la 4e saison, ça fait déjà 2-4, de Bola Latina, un épisode qui va nous conduire au nord de la zone, enfin au nord-ouest, que je ne me trompe pas, de la zone, quasiment aux portes de l'Amérique centrale. Vous l'avez deviné, nous allons aller en Colombie, et pour cela, on va donc accueillir notre cafétéro préféré, celui qui déprime en ce moment, et on va voir pourquoi il déprime. Pierre Gerbeau, salut Pierre, comment vas-tu ? Ouais, salut Nico, salut à tous. Bah écoute, ça va bien, je me suis mis au tennis depuis hier, donc ça va. On va le voir, hein, ça va peut-être être une piste à envisager hein, quand on suit le sport en Colombie. On va pas parler de la sélection aujourd'hui parce qu'à l'heure où on enregistre, on reste sur un désastre absolu face à l'Équateur. Non, avec toi, on va s'intéresser à notre souci, hein, parce qu'il n'y en a pas qu'un souci actuellement en Colombie. On va s'intéresser et surtout, je pense, s'inquiéter de ce qu'il se passe aujourd'hui au niveau des clubs colombiens dans les compétitions continentales, en essayant surtout, hein, c'est aussi à cela que servent nos podcasts, en essayant donc de comprendre le pourquoi de la chose, du pourquoi on en est arrivé là. On va donc commencer par les faits. Le bilan, en 2020, il est terrible. Cette saison en Libertadores, on a eu Junior qui sauve sa 3e place dans son groupe, mais qui n'a jamais véritablement espéré rien d'autre que de viser la 3e place. L'América aussi pouvait viser la 3e place, mais s'est écroulé sur la fin, 3 points notamment sur la phase retour. Et enfin, Independiente Medellín n'a pas gagné un seul match chez lui, quand on connaît l'importance de remporter ses rencontres à domicile, et normalement à quel point c'est plus facile qu'en déplacement, bref, mais a quand même essayé de sauver ce qui lui restait d'honneur en se déplaçant, en gagnant à l'extérieur. Bref, on ajoute à cela le fait que Tolima s'est fait sortir des barrages de la Libertadores avant de sauter en Sudamericana face à la Calera, une Sudamericana dans laquelle il ne reste donc maintenant que 2 rescapés, Junior, vainqueur pénible de Plaza Colonia, et le Deportivo Cali qui lui a triché puisqu'il a sorti un compatriote. Bref, on le voit, c'est un bilan 2020 assez terrible, mais au final, Pierre, qui n'est pas si ponctuel que ça, on va même dire que c'est plutôt le reflet d'une tendance depuis quelques années pour la Colombie. Ouais, c'est ça en fait, c'est pas le problème, c'est pas juste cette année-là. Et encore, bah t'as cité Junior. Là cette année ils ont quand même la Sudamericana. Hein. On se rappelle que l'année dernière ils avaient terminé 4e dans un groupe où ils avaient un San Lorenzo qui était à la rue, et ils avaient Melgar. Donc bon. Non, depuis l'Atlético Nacional qui a gagné la Libertadores, donc depuis 2016. Bon bah on a eu un seul club qui a réussi à sortir de cette phase de groupe, et encore ils sont allés en 8e de finale et ils ont pas passé les 8e. C'est l'Atlético Nacional en 2018 où ils avaient perdu contre Tucumán. Donc voilà, on va pas se focaliser juste sur cette année. Hein. C'est quand sur du coup en 4 ans, t'arrives à sortir une seule fois. Enfin, t'arrives à sortir un seul club en phase à passer la phase de groupe. Quand t'arrives à faire ça, c'est que le mal est profond. Donc non, c'est clairement pas une année, un accident. C'est clairement une tendance. C'est une vraie tendance. Hein. On rappelle, hein, tu le dis, un seul qui est allé en 8e de finale, hein, l'Atlético Nacional, un seul sur 17
qui se sont présentés sur la ligne de départ d'une Libertadores. C'est monstrueux. Il y en a sur les 17, il y en a 11 qui font phase de groupe et il y en a 5 qui n'atteignent même pas la phase de groupe au moment où ils se présentent sur la Libertadores. Donc on le voit, c'est une vraie tendance. Et justement, la question, parce que nous, on le voit, hein, maintenant, ce bilan, il est, il est clair. Est-ce qu'au pays, on en a conscience de ce bilan? J'imagine que la presse, forcément, oui. Mais est-ce qu'au niveau des instances, on commence à s'en inquiéter? Est-ce que ça commence ou est-ce que ça réagit véritablement? Est-ce que la presse s'en inquiète? Oui, ça c'est... ça évidemment, hein. Il suffisait de voir les émissions vraiment au soir des matchs de l'América, par exemple, le dernier, quand ils vont à Grêmio, qui peuvent accrocher la Sudamericana et qui se prennent un péno à la 99e ou 98e minute. Ou Junior, hein, quand tu penses qu'ils mettent 4-1, ils enchaînent victoire à Barcelona, ils mettent 4-1 à Barranquilla contre Independiente del Valle. On se dit, bon, bah, est-ce que là, ils peuvent, etc. Et ils reçoivent Barcelona, ils perdent 2-0. Donc, il suffisait de voir les émissions ces soirs-là et la presse, oui, la presse, les journalistes s'en inquiètent. Les instances, comment dire, non, les instances, c'est compliqué. On va le voir. Ouais, c'est quand même l'organisation du foot en Colombie fait tout pour mettre des bâtons dans les roues dans les clubs. On va pas le mentir, l'organisation, la structure du championnat a pas de sens. C'est complètement ahurissant, on marche sur la tête, donc c'est donc en fait, compliqué. Il n'y a pas véritablement de constat qui est dressé par les instances, par la fédération, par la Dimayor, par la Ligue, enfin tu sais, la Ligue, la Dimayor d'ailleurs. Donc voilà, on va y revenir hein, dans un instant sur justement le championnat, l'organisation générale du football en Colombie. Mais voilà, et parce que ça va faire partie de ces pistes-là, hein, comme je le disais, on va essayer de comprendre les raisons qui peuvent expliquer une telle chute, parce qu'on rappelle quand même que 2016, si on a pris 2016, c'est parce que l'Atlético Nacional remporte la Libertadores en 2016. Donc voilà, on n'est pas parti de rien, hein, on n'est pas parti d'une page blanche. Donc on va essayer de comprendre. Tu peux ajouter Santa Fe qui gagne la Sudamericana en 2015. Exactement, c'est vrai, tu as raison. Et bon, on a quand même Junior hein, qui fait une finale de Sudamericana aussi. Mais bon, bref, voilà, c'est quelques exemples épisodiques. On va donc essayer de comprendre les raisons qui peuvent expliquer une telle chute. Et on va le premier, j'ai envie de dire, on va le résumer en un mot. Un mot qui, voilà, on entend souvent, il est un peu galvaudé et tout, c'est projet. Pourquoi projet? Parce que s'il y a un phénomène qui touche les clubs et qui forcément les fragilise en Colombie, c'est bien celui de la valse des entraîneurs. Il semble, Pierre, qu'il n'y ait pas véritablement de projet à moyen terme. Je ne vais même pas parler à long terme, à moyen terme. Non, à moyen terme, les clubs en clairement. Clairement. Bah, pour reprendre, on va être dans la continuité du dernier bola de l'excellent Marcelin, qui disait qu'au Brésil, il comptait des fois les jours sans changement de coach. Bah, en Colombie, on fait pas ça, on pourrait. Hein. Mais non, il suffit de voir. Bah, on a pris 2016, donc l'Atlético Nacional. Donc l'Atlético Nacional, Reynaldo Rueda reste jusque un an après la Libertadores. Donc il est jusqu'à la mi-saison en juin 2017. Depuis, on a eu Juan Manuel Lillo, qui est aujourd'hui l'adjoint de Guardiola à City. Il a fait 6 mois. Il est venu, il a fait 6 mois, il a sauté. Almiron vient derrière, qui est quand même, il venait avec son expérience de finale de Libertadores avec Lanús. Ouais. Voilà, boum, il saute, il fait même pas un an. Derrière, ils prennent un Brésilien qui est Autuori. je suis pas portugais, donc les prononciations je maîtrise moyen. Mais ils prennent, boum, il fait pas un an non plus. Là, l'année dernière, ils font revenir Osorio. Avait déjà fait un premier passage qui avait été plutôt bon hein, avec la finale de la Sudamericana contre le River et surtout tu avais une continuité en fait entre Osorio et Rueda et là Osorio a sauté déjà et donc c'est compliqué. Bon, Junior, t'as cité Junior, bon comment dire, quand t'as un entraîneur qui fait 9 passages dans un club, c'est quand même compliqué. Surtout quand en plus, quand Comesaña donc a fait 9 passages, il est pas là, ils prennent Alexis Mendoza qui a fait 4 passages. Et quand c'est pas là, ils essayent de bricoler avec des entraîneurs qui font même pas 6 mois, c'est compliqué. Là, Junior, depuis, Comesaña a dit qu'il reviendrait plus au club. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Il a dit que c'était terminé. Il a dit que c'était terminé et que quoi qu'il arrive, il reviendrait pas. Et là, Junior a pris Luis, l'ancien international colombien qui est passé notamment par l'Atlético Madrid, Luis Amaranto Perea. On va voir. Mais si Junior se fait sortir en quart de finale de la Libertadores,
et qui peut en quart de finale pardon de la Libertadores, non de la Liga, pas le même niveau. La Liga Betplay, il peut sauter. Medellín, pareil, ils ont eu 7 coachs. Ils ont pris ils ont commencé cette année avec Bobadilla. Il a sauté. Ils ont pris l'ex-sélectionneur colombien Julián Álvarez. Il a déjà démissionné. Enfin, ça a pas de sens. Les entraîneurs en Colombie, ça a pas de sens. On est dans le court terme. Et l'exception, on l'a cité. Et l'exception, c'est Santa Fe. Santa Fe a été très très mal. Ils ont enchaîné les coachs. Et là, depuis cette année, ils ont pris un entraîneur et c'est beaucoup plus solide. Un entraîneur qui avait fait du bon boulot partout où il était passé, notamment à l'Union Magdalena. C'est Harold Rivera. Et là, on voit, comme par hasard, il laisse du temps, il le laisse bosser Harold Rivera et boum, Santa Fe termine premier de la phase régulière. Millonarios, alors même si eux ils ont un peu moins d'instabilité, ils arrivent à garder les entraîneurs à peu près d'1 an. C'était compliqué, donc il y a eu Russo qui a bien travaillé, et l'actuel entraîneur de Boca. Ils ont eu plus ou moins une continuité, et là ils font venir Gamero cette année. Et alors Millonarios n'a pas passé la phase, ils sont pas dans les quarts de finalistes de la Liga Betplay, la ligue colombienne. Mais quand ça allait mal, il est arrivé, il est en cours d'année cette année, et il est là, il tâtonnait un peu, et il avait surtout pas non plus de grands joueurs à sa disposition, contrairement aux entraîneurs brésiliens. Et donc on commençait déjà à vouloir le faire sauter, et finalement, et c'est la meilleure chose qui ait pu passer au club, finalement il est resté, et il va rester a priori, sauf s'il y a un changement radical. Donc je serais pas surpris de voir Millonarios fonctionner l'année prochaine. Voilà, il y a pas de il y a pas de secret. Non, c'est clair. Il y a pas de secret. Il faut de la continuité, il faut des projets à plus long terme. Tu l'as dit, quand on vire des coachs au bout de 6 mois, on peut pas avancer. En fait, on avance de tournoi en tournoi, mais pas plus. On peut pas aller voir plus loin. Surtout en plus quand on voit, par exemple, cette année particulière avec une Libertadores qui s'étend sur toute l'année, qui est particulière. Mais bon, bref. Et tu le disais, donc il y a cette instabilité, pardon. Donc concrètement, pour résumer en une phrase claire, il n'y a pas de projet, comme dirait l'autre. Voilà, il n'y a pas de projet, nulle part. On a une grande instabilité, mais cette instabilité, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, mais là on va entrer dans le détail, elle n'est franchement pas que au niveau du club, parce que les instances n'aident pas vraiment quand on commence à se pencher sur l'organisation du football professionnel en Colombie. Ah non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, faites une pause, prenez un Doliprane et je vais vous expliquer comment fonctionne le championnat. Alors, donc on a 20 clubs en Colombie, évidemment, et donc il y a une phase qui s'appelle Todos contra Todos, 20 clubs, 20 journées. Et oui, parce que non pas 19, ils ont rajouté une fecha clásicos. Donc Santa Fe Millonarios, les 2 clubs de Medellín, les 2 clubs de Cali, etc. Donc tu as déjà 20 journées. Après, cette année, donc tu as quart de finale, aller-retour. Demi-finale, aller-retour. Finale, aller-retour. Ça veut dire que l'équipe qui va au bout, donc l'équipe qui sera championne cette année et le finaliste auront fait 26 matchs. Alors c'est un peu moins. L'année dernière, ils avaient vraiment forcé. Ils avaient fait donc les 20 journées, plus 6 journées de quadrangulaire, plus des finales en aller-retour. Ça faisait 28 matchs sur la demi-saison. C'est complètement ahurissant. Sachant que quand t'as ça, t'as la coupe également. Donc voilà, là on est en 8e de finale. Et les clubs, qui font les compétitions internationales étaient dispensés des tours précédents, un peu comme on avait sur la fin de la Coupe de la Ligue en France. Voilà, les clubs qui étaient en compétition continentale sont entrés un peu plus tard, mais Ouais, donc on le voit, parce que tu l'as bien précisé, c'est sur des demi-saisons les chiffres que tu es en train de donner. C'est sur des demi-saisons. Parce que voilà, il faut bien préciser, on arrive sur des fins d'année avec des équipes qui parfois, on se souvient de l'Atlético Nacional en 2016, on parlait de l'époque dorée, si j'ai bonne mémoire, quand ils arrivent à la Coupe du Monde des clubs, ils en sont à 85. C'est ça, c'est le premier match de Coupe 85 du Monde des clubs, matchs officiels. ouais, c'est ça. Donc c'est un truc comme ça parce que qu'ils sont allés au bout en Libertadores, ils sont allés au bout du coup en Sudamericana. Les 2 semestres, ils ont fait demi-finale. Donc ils avaient fait les 20 journées plus les quarts de finale aller-retour et demi-finale aller-retour. D'ailleurs, ils perdent parce que en fait, quand ils étaient au Japon, il y a eu la demi-finale. Il y avait la Coupe du Monde des clubs. Donc ils étaient à la fois la demi-finale de championnat, c'est les U20 qui la font parce que les autres sont dans l'avion pour le Japon. C'est ça. Donc voilà, et je sais qu'on a vu ces dernières années, je sais pas trop si c'est le cas entre-temps, je me souviens avoir vu des équipes qui avaient 2 matchs le même jour. Donc on est dans des trucs totalement fous.
Ah ouais, non, non, là, ils ont arrêté les 2 matchs dans le même jour, heureusement. Mais tu te retrouves quand même avec des situations un peu ubuesques, avec quand tu as des matchs reportés, et là, pour le coup, c'est un peu d'actualité, c'est la Di Mayor est vraiment soit prend des décisions débiles, soit se retrouve à devoir bricoler. Pour prendre un exemple, là, concrètement, cette semaine, tu as les huitièmes de finale de la Coupe. De la Copa. Il se trouve que tu as un match qui doit opposer San Andrés à Pasto, à San Andrés, et un ouragan frappe très 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 durement l'île de San Andrés et Providencia qui se trouve à côté. Donc Pasto a clairement dit dès le départ, nous on n'y va pas. De toute façon ils peuvent pas y aller, ils ont fermé l'aéroport. Donc et ils ont dit non, on n'y va pas, on joue pas. Et la Di Mayor avait dans un premier temps dit bah non, nous on maintient le match parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on peut le déplacer. Et heureusement le bon sens, parce que c'est du bon sens en fait, le bon sens l'a emporté et ils ont trouvé une solution et pour l'instant le match est reporté. Mais tu te retrouves avec des situations comme ça où comme tu viens d'expliquer avec l'Atlético Nacional qui doit envoyer les U20 parce que l'équipe A est dans l'avion pour le Japon, pour le mondial des clubs. Une équipe A qui à l'époque domine totalement le football colombien et continental et qui aurait normalement dû aller chercher tranquillement le titre. Mais on le voit donc, on a des clubs qui n'ont pas forcément de projet à moyen terme. On disait moyen terme, hein. Je rappelle bien, je préfère insister sur la notion de moyen terme parce que quand on parle de projet à long terme en football, on ment un petit peu aux gens quand même, hein. Il y a quelques exceptions, justement, je vais y venir. Mais bon... Et on a une organisation globale du football colombien qui ressemble à pas grand-chose. Alors justement, on va commencer à se poser d'autres questions. On va regarder au sein des équipes, concrètement. On voit que l'organisation, on voit que la structuration du club, des clubs et du football colombien n'est pas forcément au top. On va regarder un petit peu au niveau de ce qui compose, hein, du moteur des équipes, les joueurs. On voit des pays, on parlait de projets à long terme, on va prendre un pays par exemple qui s'appelle l'Équateur, qui va entrer dans la hype dans les semaines à venir, même si nous, sur Hello, ça fait quand même quelques années que l'on parle de l'Équateur. Bref, on voit des pays comme l'Équateur, on voit une équipe comme Independiente del Valle qui était dans cette Libertadores de 2016 par exemple, mais qui lui a continué de construire depuis, est allé chercher une Sudamericana, est encore en Libertadores. Bref, comment ils le font? En développant leur football de jeunes. En Colombie, comment on travaille avec les jeunes? Est-ce qu'il y a des clubs? Est-ce que les clubs en général travaillent sur ces jeunes-là? Est-ce que la formation travaille ou c'est un peu le même chantier, un peu les mêmes manques que les équipes 1, j'ai envie de dire? Ouais, bah déjà c'est sympa de parler de l'Équateur. Désolé, c'est vrai qu'au moment où on enregistre, c'est pas une bonne idée. Non, après, même tu peux préciser tout simplement qu'Independiente del Valle a gagné, il me semble, la Libertadores Sub-20. Exactement, voilà. Finale 2018 et victoire en 2020. Voilà. Donc, bah, non, mais il y a pas de secret, hein. Voilà. Alors, la formation des jeunes en Colombie, les clubs le font parce qu'ils ont pas le choix, tout simplement, encore plus en cette période de pandémie. Tu vois, par exemple, l'équipe qu'avait aligné Medellín, le Deportivo Independiente Medellín en Libertadores cette année. Tu prends l'âge moyen des joueurs, tu vois leur expérience continentale. Tu dis bon ben ouais, c'est logique quoi qu'ils terminent dernier même derrière Caracas. Voilà, la Millonarios cette année, ils sont avec les jeunes parce que voilà, ils ont eu il y a quelques vieux briscards mais sinon ils sont obligés de faire avec leurs jeunes parce qu'ils ont pas d'argent tout simplement. Mais du coup, ils s'organisent un petit peu quand même. Il y a une structuration véritablement chez les jeunes. Millonarios, c'est un des clubs qui bosse vraiment le mieux avec les jeunes mais ils s'organisent, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas encore une vraie politique, c'est plus du bricolage, j'ai envie de dire. Je prenais l'exemple d'Independiente del Valle, mais on peut parler du Pérou, on peut parler du Chili, ou au niveau des clubs. Tu vois, par exemple, l'organisation du championnat qui impose des minutes aux jeunes en championnat en première division. Il y a toute une politique générale, tu vois ce que je veux dire, de promouvoir les jeunes, parce que tout le monde, de toute façon, la Colombie, elle est comme le reste, hein, mais même l'Argentine et même le Brésil, avec tous les moyens qu'il a, la meilleure ressource en termes de finances pour un club, ça reste les joueurs, hein. Ah, bien sûr. Et après, en Colombie, sur le règlement par rapport à l'Équateur, par exemple, ou même, on va prendre un exemple pas sud-américain et
un des pays asiatiques les plus les plus importants, qu'est la Corée du Sud, où tu es obligé d'avoir dans ton 11 de départ un U22. En Colombie, nous ça n'existe pas ici. Le seul point de règlement, c'est que tu as le droit à 3 étrangers maximum dans ton 11 de départ. Et tu as le droit à 4 en totalité dans ton effectif. Donc voilà, mais t'as pas de limite, t'as pas d'obligation sur l'âge en fait. Et ensuite, tu es obligé un peu de faire ça parce que la Colombie, c'est un des pays qui exporte le plus de joueurs. Donc tu as des allers-retours assez importants en fait entre des joueurs qui partent à 18, 19, 20 ans dans des clubs en Europe ou au Mexique, on y reviendra, mais Mexique, Brésil, MLS, etc. Et pour qui ça marche pas très bien, ou ça marche un temps, et après ils reviennent au pays. Donc c'est un peu le schéma classique. Donc c'est pour ça que c'est un peu du bricolage permanent. Je te prends par exemple, on en parlait de Millonarios, mais ils ont vendu l'année dernière à San Lorenzo un ailier, Juan Camilo Salazar. J'ai un doute sur son prénom, mais il me semble que c'est bien ça. Et voilà, San Lorenzo le prend, finalement n'a pas de thune pour le payer, le renvoie. Et t'es dans le bricolage permanent parce que c'est des trucs. Ouais, c'est des montages un peu chelous. Tu me fais la transition idéale, hein. Tu parles des joueurs et de l'exode, etc. Justement, c'est un autre problème qui explique aussi cette chute des clubs colombiens. C'est que l'on s'aperçoit que les joueurs partent vite. Et l'autre conséquence de cela, tu viens de le dire, hein, parfois ils partent et ça se passe pas bien, et voilà. La conséquence, c'est que finalement, on trouve très peu de joueurs du championnat au sein de la sélection. Est-ce que ce phénomène, est-ce que ce phénomène, on en parle? Donc, on l'a dit, hein, c'est peut-être lié à un exode, c'est peut-être lié à un problème de formation, voire les deux. C'est un vrai souci quand même d'avoir aussi peu de joueurs évoluant au pays dans la sélection. Bah, clairement, voilà. Si tu prends les listes Coupe du Monde 2018, derrière Ospina, tu as les 2 gardiens, et il me semble que tu as un autre joueur. Tu dois avoir 3 joueurs par pays dans la Coupe du Monde 2018. Même chose pour la Copa América. Et ça, c'est dans la liste définitive. Dans les pré-listes, aujourd'hui t'avais des joueurs dans le radar en disant tiens, est-ce qu'il peut postuler à une place en sélection? Aujourd'hui, t'en as parlé, mais pareil, à mon avis, il va pas cet hiver ou au maximum l'été prochain en Europe. Au revoir. Les deux, d'ailleurs, c'est Duvan Vergara qui joue à l'América et Jamilton Campas qui est en train d'exploser à 20 ans et qui est au Deportes Tolima. Mais à mon avis, ça va partir pour le coup sont bankable, hein, donc Ah oui, ils sont bankable, ouais. Et donc ils sont là, les dirigeants, eux, s'ils peuvent faire entrer un peu de sous dans les caisses, ben ils prennent. Donc je sais pas, j'ai du mal à me dire que l'année prochaine, tu parlais de moyen terme, bah ouais, la saison prochaine, est-ce que l'América pourra compter sur Duvan Vergara? Je sais pas. ouais, Est-ce que Tolima pourra compter sur Jamilton Campas? Bah on sait pas. Voilà. Et on le Donc voit, et finalement ça part vite, ça part parfois trop vite, mais ça ouais, c'est un problème qui se pose à tous les pays, hein. Ça c'est n'arrive chiant. pas en sélection, ça ne s'installe pas dans le pays, ça manque d'expérience, et conséquence, les clubs s'effondrent. On voit donc que c'est une accumulation de problèmes qui touche le football colombien, le football de club, hein. On parle pas de la sélection, hein. La Oui. sélection, je pense qu'on pourra en parler un de ces quatre, mais pas là. Pour revenir sur les clubs, il y a quand même plusieurs problèmes qui s'accumulent. Franchement, on a quand même l'impression que et c'est pour ça que je parlais de déprime au tout départ de ce podcast, qu'il n'y a pas d'issue. Est-ce que quand même, Pierre, on va terminer ce podcast là-dessus, est-ce qu'il y a des motifs d'espoir pour les clubs colombiens? Bah les espoirs, y a pas. Tu viens de dire il y a pas d'issue. On va prendre le Deportivo Independiente Medellín par exemple. Donc ils se retrouvent cette année en compétition continentale parce qu'ils ont Cano qui est exceptionnel, qui est leur buteur qui est parti à Vasco. Et voilà, on l'a dit, voilà les clubs, c'est surtout les MLS, etc. Et là il se trouve que c'est Dallas qui a été impitoyable et qui a pris Ricorte. Donc tu te retrouves là comme ça avec les jeunes et le président a clairement dit bon bah moi j'ai rien, je peux rien mettre pour renflouer l'équipe et les caisses et donc je vends tout simplement, et il a commencé à annoncer publiquement qu'il souhaitait vendre ses parts, et on parle pourquoi pas d'une arrivée du City et du groupe de City Group qui possède 3 en France, Melbourne en Australie, Melbourne les Montevideo, pas le Victory, City. Non, Melbourne City, etc. Melbourne voilà. City. Ça s'appelle City à chaque fois, hein, de toute façon. À part 3, ouais, donc, le reste s'appelle City, hein. Melbourne voilà. City, Donc on parlait... Montevideo City, New York City, voilà. Voilà.
Voilà, on parlait d'une entrée de ce groupe-là. Donc l'issue, elle est peut-être là. Après, c'est pas non plus les clubs colombiens sont pas hyper bankable. Voilà, il faut pas débourser l'équivalent de 12 PEL pour s'acheter un club colombien. Mais on parlait de ça. Medellín, par exemple, on commence à regarder et à dire bon bah nous on vend et on essaye de faire rentrer vraiment plus d'argent pour redorer l'image. Il y a eu ce problème. On en avait parlé dans le dernier podcast colombien. Il y a eu cette histoire de droit télé où les clubs ont essayé d'attendre l'argent et on leur a vendu et au final il y a rien qui est arrivé. Donc l'issue peut-être que si on trouve de l'argent avec les droits télé, on va gratter à gauche à droite, peut-être que ça va faire rentrer un peu d'argent dans les caisses. Donc oui, il y a toujours des motifs d'espoir hein, quand tu veux. L'éternel optimiste, il ira chercher le moindre petit point et l'espoir, ça serait que quelqu'un sache aussi utiliser cet argent pour développer un projet, hein, concrètement. Ça n'a pas l'air d'être dans l'air du temps. En gros, est-ce qu'il y a quelques motifs d'espoir? J'ai presque envie de dire que ta conclusion, c'est non. Pas vraiment. Voilà, c'est non. Voilà, c'est triste. Hein. On va finir quand même ce podcast là-dessus. Alors, j'espère que vous allez tous prendre vos antidépresseurs. Après, c'est une situation qui est terrible. On sait aussi, hein, il faut le dire hein, quand même, parce qu'on dresse un tableau assez noir de ce qui se passe en Colombie. On le voit dans plusieurs pays, pas forcément que sud-américains, on le voit aussi en Europe, que la crise liée à la Covid-19 cette année a quand même bien fait accentuer toutes ces économies précaires, hein, j'ai envie de te dire, et tous ces modèles un peu bien précaires. sûr. Et donc voilà, forcément, on se dit que ça va être encore plus compliqué de remonter la pente pour ces équipes-là, mais c'est toujours possible de remonter la pente en football. On sait que... Si t'as une, en vrai, le motif d'espoir, c'est que l'Atlético Nacional, que Junior sorte un autre Luis Diaz, un autre Victor Cantillo, qui sortent l'Atlético Nacional, alors un autre Davison Sanchez ou un autre Carlos Cuesta. Enfin, les motifs d'espoir, on peut les espérer là en fait. C'est surtout ça. Que les locomotives se remettent à jouer aussi leur rôle de locomotive concrètement. Voilà. Écoute, on va en rester là sur ce podcast avec cette conclusion là. Je te remercie, Pierre. Merci à toi, Nico. Et puis je vous remercie tous, hein, toujours, d'être présents pour nous écouter, pour nous soutenir. Je vous rappelle donc de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, de nous rejoindre sur notre Discord, partout. Voilà, tout est dans la description. On va vous laisser ici avec ce 4e épisode de la saison 4 de Bola Latina. À bientôt, les amis.